Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un artiste multitalent et multimédia, notamment en télévision et au théâtre. Il s'est fait connaître grâce à la série Scène de ménage sur M6 avec Audrey Lamy il y a quelques années. Depuis, il enchaîne les rôles au théâtre et en télévision. Mais c'est un artiste aussi complet. Il pratique les arts du cirque, les arts martiaux, la danse et aussi le chant. Il est ténor. J'ai le plaisir d'accueillir Lou Denis Hélion. Ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Merci. Sur KTO, à l'occasion de la sortie en salle de votre dernière pièce, qui s'appelle Rupture à domicile, que j'ai eu la joie de voir au théâtre Rive Gauche, à Montparnasse, à Paris, qui vient de se lancer. Oui. Je vous souhaite d'ailleurs beaucoup bonne chance pour ce démarrage. Une pièce de Tristan Petit-Girard, Molière 2015. D'ailleurs, oui, ça a été nommé, oui. Il avait été nommé, je crois d'ailleurs, Molière francophone, du meilleur auteur francophone. C'est ça, oui. C'est une comédie dans laquelle vous incarnez Hippolyte, un homme qui cherche à quitter sa compagne avant de se raviser. Oui. Et tout cela par l'entremise d'une société de rupture à domicile. Je vous propose de regarder un extrait et puis après, vous nous expliquez ça davantage. On s'est déjà tous retrouvés dans cette situation. Comment lui dire que c'est fini ? Écoute Gaël, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous voulez quitter quelqu'un et vous n'y arrivez pas ? Chérie, t'as quelque chose à me dire ? L'agence Rupture à domicile est faite pour vous. Non, tout va bien. Quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. C'est mon métier, j'aide les gens à se libérer. Rupture à domicile, bonjour. Je peux intervenir dans un parc, dans un restaurant, sur le lieu de travail, mais pour plus de discrétion, je recommande la rupture à domicile. N'oubliez pas, on peut rater son histoire, mais réussir sa rupture. Eric ? Gaël. Vous êtes bien chez Rupture à domicile, ne quittez pas. J'annule la mission. La rupture est annulée. J'arrive. Surtout, ne la quittez pas pour moi. Oh putain. Voilà, donc là c'était la bande-annonce du spectacle Rupture à domicile. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch un peu de façon un peu plus condensée et plus explicative? Oui, c'est bien ça. Oui, donc c'est le personnage interprété par Cyril Garnier qui a trouvé ce concept de rupture à domicile. Donc si vous ne savez pas comment vous séparer de votre conjoint, vous l'appelez et il a plusieurs formules avec plein de méthodes à l'intérieur. Il peut apporter un bouquet de fleurs, il peut récupérer un animal. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, le spectacle démarre sur une mission qui lui est confiée. Donc il y va tout de suite, il va sonner à la porte et malheureusement pour lui, il va tomber sur son grand amour, le grand amour de sa vie, interprété par Isabelle Vitari. Donc il va se retrouver dans l'embarras de ne pas vouloir révéler son nouveau métier et de ne pas vouloir faire cette rupture, de ne pas lui faire du mal. Et c'est à ce moment-là que donc ils vont sympathiser, ils vont un peu renouer. Et c'est à ce moment-là que mon personnage, Hippolyte, va arriver, débarquer en voulant tout annuler. Et donc c'est à partir de là que va se jouer une espèce de triangle un peu infernal entre les personnages qui vont tous devoir se mentir les uns les autres. Donc le personnage de Gaël, d'Isabelle Vitari, qui ne veut pas me révéler que c'est son ancien amant, son ancien amour même. Cyril Garnier, donc avec son personnage qui ne veut pas révéler son métier de peur que Gaël soit déçu, et mon personnage bien sûr qui ne veut pas qu'on découvre qu'il voulait rompre avec sa femme. Donc c'est vraiment très plaisant à jouer. Avec une conclusion que je vous laisse découvrir, qui est pas forcément évidente, jusqu'à la fin, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Oui. Mais alors, comment ça s'est présenté cette pièce pour vous ? C'est le metteur en scène, l'auteur qui est venu vous voir directement avec cette pièce ? Oui, ça c'est Tristan Petit-Girard, le metteur en scène et auteur qui m'a contacté. Et je crois que tous les trois, on a tout de suite été très séduits déjà par l'écriture. Voilà, on peut recevoir beaucoup de propositions de pièces. Et là, ça fait
fait longtemps que je n'étais pas tombé sur un texte aussi satisfaisant, avec tous ces rebondissements, tous ces quiproquos. Voilà, j'ai trouvé que c'était très moderne, que c'était très concernant aussi. Hélas, parce que je pense qu'on a été tous confrontés au moins à ces questions-là, de la rupture, de savoir comment bien faire ou ne pas le faire, enfin toutes ces choses-là. Et donc, j'ai tout de suite été très séduit par ce texte. Vous connaissiez tous les trois ? Alors, on se connaissait de vue, enfin de travail, mais on se côtoyait pas, pardon. Et voilà, mais c'est un plaisir de travailler, de découvrir ces deux partenaires, Cyril Garnier et Isabelle Viteri, qui sont absolument adorables. Et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Comment ça se construit une pièce comme ça ? Parce qu'il y a quand même un long texte, beaucoup de rythme. Alors là, c'était un petit peu spécifique avec Tristan, parce que donc la pièce a 10 ans, c'est une reprise de pièce et une reprise de rôle. Qui a fait le tour du monde. Exactement, elle est jouée dans plus de 14 pays. Là. Actuellement, elle est en Croatie notamment. Et donc, c'est une pièce qui a beaucoup été éprouvée. Donc, Tristan, là, déjà, c'est son bébé. Et en plus, il la connaît par cœur. Et il sait exactement quel rythme elle a, où sont les rires. Et donc, il nous a donné un cadre qu'on pouvait avoir l'impression que c'était assez restreint au départ, mais c'est parce qu'il la connaît. Et donc, il nous a emmené dans toute la dynamique et la rythmique de ce spectacle, parce que c'est vraiment une pièce extrêmement musicale. Il nous a remis dans la technicité de l'humour, qui a un rythme vraiment très particulier, un rythme d'écoute et de réponse très, très particulier, où parfois on peut passer à côté d'un rire ou d'un effet, juste parce qu'on n'a pas assez collé la réplique, on n'a pas assez écouté, ou des choses comme ça. Donc c'était un travail assez fatigant, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup répété. Et puis il fallait, moi j'ai notamment un personnage assez virevoltant, parce qu'il est toujours en stress, il est toujours mené par cette façon d'agir en essayant de cacher le plus de choses possible et d'échapper à la fatalité de cette rupture. Et donc voilà, on a construit tout ça pendant quelques semaines, et c'était fatigant mais très agréable et très instructif. Vous avez parlé de musicalité, on en reparlera plus tard, mais ça a dû vous aider aussi, cette question de rythme, vous qui avez aussi un passé de musicien, mais on en reparlera. Oui, dans l'humour, il y a beaucoup d'écoute, forcément. Il y a forcément une musicalité, donc la pulsation intérieure est très importante. Concernant le sujet, vous le disiez, c'est concernant rupture à domicile. Alors, j'ai lu que ça existait, ce type de service, aux États-Unis déjà. Ça veut dire qu'on peut appeler une société spécialisée dans les ruptures. Pour, grosso modo, pour les lâches quand même, qui n'osent pas rompre par eux-mêmes. Alors justement, dans la pièce, on dit que c'est pour les courageux, justement. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type d'initiative ? Est-ce qu'on tend vers ça, notre société tend vers ça ? Oui, c'est un petit peu spécial, oui, c'est vraiment dommage. En effet, je trouve que c'est assez lâche, c'est toujours un moment difficile, les ruptures, que ce soit pour la personne qui rompt et la personne qui se fait quitter. Et je pense que si c'est pour des bonnes raisons, peut-être des raisons d'équilibre du couple, de santé personnelle, de santé mentale personnelle, il vaut toujours mieux quand même s'adresser directement à la personne, même si c'est difficile, il y a plus de... Voilà, on peut repartir un petit peu moins triste. Vous ne le feriez pas personnellement, si non, ça existait ? Non. Est-ce que vous pensez que ce type de société est plus consulté par des hommes ou par des femmes ? Je ne saurais dire, j'imagine par des hommes peut-être, mais je ne saurais dire, parce que c'est vrai que voilà, la société change et aujourd'hui on voit que voilà, les choses s'équilibrent dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Ça veut dire que la lâcheté serait peut-être plus du côté des hommes ? Je pense, oui, mais voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui, comme la parité, je pense que c'est dans tous les sens. Et donc ça peut engendrer aussi des choses sur les mauvais côtés des hommes, notamment, et qui peuvent apparaître. Donc je ne sais pas, mais peut-être que c'est 50-50. Je pense que quand même c'est plus les hommes. Est-ce que vous avez d'autres actus là, en ce moment ? Là, je viens de terminer le tournage de la 14e saison de Clem. Oui. Voilà. Donc c'est sur le Alors, terme d'une randonnée en Bretagne. Voilà. Une autre série télé. Exactement. Et on dit que vous seriez peut-être un personnage récurrent. Oui, ça fait déjà la 4e saison que je fais là. Ça s'installe bien dans le temps. Oui, tout à fait. Donc après scène de ménage, vous êtes l'une des figures maintenant de Exactement, Clem. Oui.
Vous aimez bien être une figure récurrente comme ça ? En fait, je le calcule pas du tout. Voilà, les choses viennent comme ça. Quand j'ai passé le casting de scène de ménage, je ne savais absolument pas où je mettais les pieds. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est juste on m'avait appelé pour ce casting et j'ai découvert quand j'ai été pris que c'était pour une quotidienne. Donc voilà, j'ai découvert au fur et à mesure voilà, de faire quelque chose dans la récurrence. Et puis pareil pour Clem. Casting incroyable d'ailleurs entre parenthèses, puisque vous avez été choisi contre d'autres comédiens. Oui, en fait, ce qui s'est passé là en ce moment, c'est Arnaud de Samer qui en a parlé. En fait, il y avait Arnaud de Samer qui était le premier casté, quasiment le premier prix. C'est lui il était même là pour sélectionner les comédiennes. Et donc, il a passé le casting avec Audrey Lamy. Et je crois que la production et M6 ont eu peur à la fin que le nom Lamy plus un personnage blanc, ça rappelle trop un gars et une fille. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir à la diversité. Et je crois que j'ai été le dernier à passer le casting. Parce que j'ai entendu aussi que Tarek Boudali avait failli aussi. Je crois. J'ai lu une interview comme quoi lui aussi était pressenti et il paraît qu'il était jusqu'au final. Oui, je crois qu'il qu'il donc, exactement. Bravo à vous. Donc il n'y avait pas que. Après, c'est pas du tout une question de qualité, bien évidemment. C'est des concours de circonstances, de comment ça match et tout ça, c'est plein de choses. Mais moi, j'ai découvert, comme je vous l'ai dit, tout ça un petit peu après. Puis Tarek, après, a pu rejoindre la super série En Famille, puis avec la carrière formidable qu'il a aussi au cinéma. Et puis pareil pour Arnaud, comme il le dit bien, voilà, il a pu se consacrer à ses spectacles, faire l'émission de Laurent Ruquier et avoir son parcours également aussi très bien pour lui. Et vous, par exemple, sur Clem, vous avez été casté aussi ou à force d'être connu et on vous choisit spécifiquement maintenant ? Je ne sais plus. Non, je crois que... Enfin, peut-être qu'il y avait une shortlist et tout ça, mais il ne me semble pas que j'ai passé de casting. J'ai juste rencontré la production et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc, Actu Clem, évidemment, cette pièce de théâtre que je vous conseille vraiment d'aller voir, Rupture à domicile. Oui. J'ai aussi entendu dans une interview que vous êtes peut-être sur un court-métrage. Oui, vous avez des velléités de production, en tout cas de réalisation, je crois. Oui, c'est ça, oui. J'essaye, alors c'est un petit peu long, parce que c'est une nouvelle affectation. J'essaie de développer un court-métrage sur les décors de la Première Guerre mondiale, sur la rencontre entre des poilus français et des soldats noirs américains. En fait, cette idée m'est venue sur un livre que j'ai lu qui s'appelait Les poilus de Harlem, de Thomas de Saint-Tourin, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un livre très instructif sur ce régiment de Noirs, donc sur tout leur engagement dans la Première Guerre mondiale qui a été très très compliqué. Je la fais courte, mais au début, les Américains ne voulaient pas engager les Noirs américains dans le conflit. C'était très compliqué. Et puis finalement, vu l'atrocité de ce conflit, ils ont dû les investir dedans. Ils les ont armés très très tard. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est comme ça que le jazz est arrivé en France. En fait, ce régiment, c'était un régiment d'infanterie, c'était une fanfare en fait au départ. Et ils ont débarqué, je crois que c'était très tard, en 1918, à Rennes, Nantes, ou je ne sais plus quel port. Et ils ont joué la Marseillaise en version jazz, en version swing en fait. Et c'est comme ça que les Français ont découvert le jazz. Et donc je me suis dit, tiens, de quoi pouvaient parler éventuellement les poilus français et les Noirs américains dans les tranchées. Et je me suis dit, peut-être de jazz, justement. Et là, vous commencez l'écriture ou vous Alors, j'ai terminé l'écriture, et là, j'ai déjà eu une bourse de l'ADAMI. Et là, il faut que je retrouve un producteur, parce que là, celui que j'avais a dû arrêter sa profession. Donc voilà. Et vous allez jouer dedans ? C'est en cours. Oui, alors je vais jouer dedans. Alors, j'aurais souhaité juste le réaliser, mais pour la bourse que j'ai reçue de l'ADAMI, il faut jouer dedans. Voilà. Et puis je développe aussi un long métrage, un format long, autour de l'homosexualité dans le sport. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est à venir peut-être pour l'année prochaine, on 2024, va voir, voilà, c'est... 2025. Je ne sais plus quelle... ça, on va voir, parce que c'est une autre dynamique, la réalisation, et tout ça, trouver des producteurs, trouver des distributeurs ou des choses comme ça. Donc voilà, j'y vais lentement, mais c'est passionnant en tout cas. Ça a l'air. Oui. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous propose 4 mots et vous allez nous les éclairer, nous les raconter. Oui, tout à fait. À tout de suite. Lou Denis et Lyon. Lou Denis et Lyon, est-ce que vous vous sentez bien, tout seul ? Très bien, parfait. On est très bien installés. Oui ? Oui. Parfait.
Alors, voici le premier mot que je vous propose, c'est le mot musique, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, c'est un mot très, très important pour moi dans ma vie, parce que ça a été le démarrage de beaucoup de choses. Donc quand j'avais 6-7 ans, j'ai commencé par le violon. Qui est un instrument que j'ai jamais vraiment rencontré. Hélas, je le regrette un petit peu aujourd'hui. J'en ai fait très 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 longtemps, mais je sais pas, c'était pas mon mode d'expression. Et comme j'avais un parcours scolaire assez chaotique, ma mère a décidé de me mettre en horaire aménagé, et je suis rentré à la maîtrise de Paris quand j'avais 12-13 ans. Et donc c'est un chœur d'enfant professionnel et qui a bouleversé ma vie, que ce soit dans la pratique de la musique, que ce soit dans la culture que ça m'a apporté, dans les pratiques artistiques, les opéras, les concerts, même parfois des pubs ou des CD. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a cadré en fait dans la vie, et c'est ça qui m'a donné le goût des planches et de la scène et du métier d'acteur plus tard en fait. Donc c'est par la musique que vous êtes arrivé sur les planches. Exactement, oui. Finalement. Oui, oui. Un peu comme Louis de Funès. Oui. C'est aussi par la musique. Le piano, lui, hein. Oui. Jazz aussi. Ah, le Comme jazz, oui, vous. j'adore le jazz. Vous partagez cette passion du jazz avec De Funès, puisque je crois qu'aujourd'hui vous jouez au saxo et à la trompette. Oui, alors j'ai quasiment tous les instruments chez moi. J'adore. C'est beaucoup le confinement qui m'a remis à la musique, beaucoup, parce que j'aime beaucoup les instruments. Je trouve que déjà les objets sont magnifiques. Et pendant le confinement, je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché à tous ces instruments, donc je les ai tous ressortis, notamment la trompette, notamment le saxophone, mais j'ai piano, batterie, basse, j'ai vraiment plein de choses chez moi, et je trouve que c'est très intéressant quand on se met dans un instrument, notamment un instrument qu'on ne connaît pas, de repartir à zéro en fait, parce que c'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle sensibilité avec l'instrument, et ça, je trouve ça très bénéfique toujours de rester dans l'apprentissage à n'importe quel âge. Quel est votre instrument de prédilection aujourd'hui ? Je dirais que ça reste la voix, parce que c'est celui que j'ai le plus travaillé et avec lequel je m'exprime le mieux. Comme ténor. Oui. Vous êtes membre du chœur de chambre Les Cris de Paris. Oui, je l'étais, j'ai dû arrêter hélas, parce que mon métier de comédien a pris le pas sur la musique, et puis j'avouerais que je n'avais pas forcément l'hygiène d'un chanteur lyrique. Voilà, il faut être très, très droit et très strict sur son hygiène vocale, et je ne l'avais pas tout à fait. Et puis j'avais plus de projets quand même en tant que comédien, donc j'ai dû arrêter. Hélas, mais pareil, c'était de très belles années avec ce chœur. Et musique aussi, puisque votre demi-frère est Sly Johnson, chanteur, beatboxer, rappeur, oui, que les gens connaissent, et que vous avez découvert plus tard. Exactement, en fait, on a le même papa, et en fait, on n'a jamais vécu ensemble, mais on habitait dans la même ville, et par un enchaînement d'heureux hasards, on s'est rencontrés. Quand je l'ai croisé la première fois, je n'avais pas du tout fait le lien avec son groupe, le Saiyan Super Crew, duquel j'étais vraiment sincèrement fan. Et quand j'ai découvert ça, c'était très drôle, et de voir que tous les deux, sans vivre ensemble, on avait ce parcours musical. Voilà, donc c'est assez drôle, et puis c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent, très talentueux, et c'est un grand chanteur de soul, et voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'admire dans son travail. Vous avez des projets en commun maintenant ? Vous vous êtes retrouvés ? On s'en parle et tout ça, mais c'est difficile de trouver le bon endroit, mais qui sait, ça va peut-être arriver. Sur le prochain court-métrage, sur le jazz, pourquoi pas ? Si on pouvait, ouais, ce serait super. Voilà, faut voir si ça colle, parce que voilà, j'ai dû changer des choses dans le scénario, mais si jamais, ouais, moi j'adorerais. L'appel est lancé. Comme on est sur le mot musique, on a parlé des instruments. Votre principal instrument, ce serait la voix, oui, ou le corps ? Le corps aussi, puisque vous êtes un grand sportif, je le disais. Escrime, Viet Vo Dao ? Oui. Qu'est-ce que c'est Viet Vo Dao ? Vous allez nous raconter. Oui. Mais aussi du jonglage, de l'acrobatie, les arts du cirque. Enfin, vous faites un tas de choses, les arts martiaux. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique, j'ai beaucoup séché l'école, mais je passais pas mon temps à rien faire. En fait,
Voilà, je passais mon temps à expérimenter des choses, donc oui, la jonglerie, le cirque, je suis passionné de cirque, donc j'ai fait de l'acrobatie, des choses comme ça, et puis oui, une grande passion pour les arts martiaux et les sports de combat. Donc mon premier art martial alors j'ai commencé par le judo quand j'étais petit, mais pareil, c'était pas mon mode d'expression, et j'ai découvert par hasard le Viet Vo Dao, donc qui est un art martial vietnamien qui va être entre le karaté et le kung-fu, si je caricature un petit peu. Et voilà, c'est surtout une rencontre aussi avec un professeur et un maître qui m'ont développé mon esprit un petit peu fort, le corps aussi qui se développe, et donc c'est très intéressant de cette évolution avec un petit peu de spiritualité pardon, aussi, voilà, autour de ça, une philosophie, et donc c'est une vraie passion. Voilà, aujourd'hui je pratique le jiu-jitsu brésilien, qui est une autre discipline un petit peu plus dans le contact, mais qui est une passion également. Et tout ça en même temps, depuis des années? Non, alors pas tout en même temps. Alors il y a un moment, je faisais vraiment beaucoup de sport. Je faisais aussi de la boxe française en même temps et tout ça. Mais j'aime bien aller voir, toujours dans cette idée d'apprendre en fait, de rencontrer de nouvelles choses. Pareil, donc j'ai été voir plein de sports, plein de disciplines, et je trouve que ça apporte beaucoup de richesse. Et puis encore une fois, toujours de se confronter à l'apprentissage. Je trouve ça vraiment bénéfique en fait, de repartir à zéro, de retomber entre guillemets pour réapprendre. Je trouve ça très gratifiant. Et pour la scène à proprement parler, les débuts c'était au cours Florent. Oui, j'ai fait. Alors, j'étais pas dans les cours normaux entre guillemets. C'était quand j'étais en première et terminale. Donc, c'était une fois le mercredi, une fois le samedi. Et donc, c'est là-bas que notamment j'ai rencontré ma troupe avec qui j'ai commencé, qui s'appelle le Comité de la Claque, avec qui on a fait énormément de parodies, de fausses pubs, de choses comme ça. Et on était on appelait ça les daily makers à l'époque, c'était les premiers youtubeurs en fait. Et donc voilà, on est un peu les vieux de la vieille d'internet et de l'humour sur internet. Et c'était formidable cette époque parce qu'on avait une grande liberté, il n'y avait absolument pas de censure. Donc on était très libre dans nos propos. Et voilà, c'est une troupe avec qui j'ai adoré travailler. Donc très vite, plutôt la comédie, des rôles comiques. Oui, ça c'était déjà... voilà, dans la société, on prend tous un petit peu des rôles et des masques. Et c'est vrai que très vite dans ma vie, et notamment grâce au chant et à l'opéra, je me suis un petit peu positionné en tant que rigolo de service. Ce qui peut d'ailleurs avoir parfois des petits défauts, parce que les gens peuvent parfois avoir un peu de mépris pour ceux qui sont drôles, pour les clowns en fait. Alors que pour faire de la comédie, il faut beaucoup de sensibilité, voire d'intelligence, enfin même d'intelligence très sincèrement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, et comme je l'avais dit tout à l'heure, l'humour est très très rythmique, il y a vraiment une musicalité, il y a le sens de pouvoir, même pour une vanne, de savoir la placer sans heurter les personnes, sans couper les personnes, toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'écoute, et oui, le lien entre la musique et la comédie s'est fait naturellement, parce que quand on est dans un chœur, il y a forcément de l'écoute qui se crée par rapport aux autres pupitres, aux autres chanteurs. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour la comédie, pour le théâtre en général, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'écoute. Et oui, donc la comédie assez naturellement, parce qu'on s'amuse beaucoup quand on fait de la comédie, et c'est très très formateur. Très formateur, mais maintenant vous avez quand même des rôles de plus en plus sombres, qui sont plus des rôles de comiques, notamment dans l'art du crime, sur France 2. Vous avez incarné plutôt un méchant, vous avez été aussi dans un polar, Meurtre à Lille, et dans Clem aussi. Qu'est-ce que vous préférez finalement, jouer des méchants ou des gentils? Vraiment, c'est absolument tout. Ce qui importe pour moi, c'est l'expérience en fait. Surtout sur les tournages, parce qu'on ne peut jamais savoir si le public sera au rendez-vous, s'il y aura de l'audience ou toutes ces choses-là. Donc et puis aussi le montage, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Donc ce qui compte pour moi, c'est l'expérience avant, c'est le tournage et le texte. Donc s'il y a un texte qui me plaît, dans n'importe quel style, moi je suis contenté par absolument tout. Voici mon deuxième mot. C'est le mot altérité. Altérité. Est-ce que je saurais
Définir ce mot, en réalité, je ne sais pas. Justement, est-ce que vous préférez altérité ou égalité? Ou qu'est-ce que l'altérité pour vous? Altérité, diversité, différence? Altérité, je ne sais pas pourquoi ce mot, il a une consonance un peu négative pour moi. Mais non, c'est une erreur, c'est une erreur d'interprétation. Alors, altérité, oui, peut-être égalité, partage, oui. Ouais, je crois que j'irais plutôt vers égalité, je pense. C'est un mot qui vous plaît plus. J'hésitais entre égalité et altérité. Parce que altérité, ça fait penser un petit peu à alter ego et il y a une espèce de notion de mimétisme qui est un peu dommage en fait, alors que égalité, on va plus aller vers l'autre. C'est peut-être juste une interprétation personnelle, mais oui, égalité, je crois que je préfère ce mot-là. On va reparler de ce mot égalité. Si on parle de l'altérité, on peut aussi voir la différence. La différence, c'est la richesse aussi. Oui, complètement. Ça résonne avec l'identité. Votre maman est française, votre père est congolais. Il était français d'origine congolaise. Français d'origine congolaise. Vous avez baigné dans une culture double, de laquelle vous avez tiré des richesses et vos racines. Alors, je n'ai pas vécu avec mon père. Donc, je ne connais pas toute la partie, entre guillemets, africaine de ma culture. Mais par contre, de par mon métissage, en effet, c'est peut-être pour ça que ce mot, parfois, peut avoir une consonance un petit peu dure. Le métissage est quelque chose d'à la fois formidable, mais qui peut être assez dur à vivre, en fait, par rapport à l'extérieur. Et quand je parle de métissage, je parle vraiment de... Je veux l'étendre en effet à la diversité, voilà, ce qu'on est en fait intrinsèquement. Et en fait, quand on ne correspond pas à quelque chose de précis, les gens ont tendance à coller beaucoup d'étiquettes. Et donc, moi, étant métisse, noire, avec une mère blanche, faisant de la musique classique et des arts martiaux, les gens ont toujours été un petit peu perdus. J'ai des boucles d'oreilles, les gens se disaient, mais alors du coup, il doit être rappeur, ou ceci, cela, ou... Enfin, il y a toujours eu un peu une confusion des genres, en fait, sur moi. Et donc, c'est à la fois une richesse, parce que ça permet de s'adapter en fait et justement de s'intéresser à plein de choses, mais ça peut être aussi vécu d'une manière un petit peu plus dure parce que les gens, bizarrement, ont besoin de caser les gens dans quelque chose et du coup, il peut y avoir des préjugés et des clichés. Mais oui, pour moi, c'est très important la richesse culturelle. Alors, comme dans mes choix artistiques, mes choix sportifs et toutes ces choses-là, vraiment, je crois que c'est très important d'aller s'intéresser à tout. Justement, j'ai fait, quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé faire du théâtre en Afrique avec une troupe africaine à l'espace Lingateré. C'était en République centrafricaine. Et voilà, c'était aussi un moyen pour moi de reconnecter à cette partie que je ne connaissais pas et de découvrir mon métier de comédien sous un autre prisme, sous une autre culture, une autre société. En plus, c'était un pays qui était vraiment entre deux coups d'État. Enfin, c'était assez dur, donc c'était très enrichissant pour moi d'aller là-bas. Donc oui, altérité, dans ce sens-là, ça peut être très riche. En avez-vous souffert de cette altérité? Souffert, pas exactement, mais ça a pu être assez dur parfois, en effet, sur un peu cette obligation de rentrer dans une case, en fait. Et je ne supporte pas de rentrer dans des cases. Enfin, il y a pas... je suis ce que je suis. C'est déjà dur de savoir ce qu'on est intrinsèquement, donc c'est pas pour que les autres le choisissent à votre place. Prenons le mot que j'ai failli choisir, qui est un peu à l'opposé, l'égalité, le mot égalité, que vous aimez davantage. Oui. Il rime aussi avec parité. Oui, tout à fait. Certains disent que vous êtes un acteur féministe. Oula. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est gentil. Je ne sais pas si moi-même je peux me déterminer comme ça, très sincèrement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'essaie de porter sur... un regard sur ma masculinité, sur le principe de la déconstruction. Je trouve que la notion de déconstruction, qui peut paraître péjorative pour
pour certaines personnes, est en fait très intéressant. Et je crois que d'ailleurs la déconstruction concerne pas seulement les hommes, il concerne tous les gens de la société en fait. C'est-à-dire c'est toutes ces choses qui au fil du temps nous ont donné une seule vision du monde. Et notamment sur les femmes en fait. Et je crois, alors sur cette partie-là, c'est surtout évidemment les mecs qui ont à travailler sur eux. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit une question de genre ou... C'est beaucoup plus vaste que ça. Et que la parité, c'est vraiment... Je préfère vraiment le mot égalité parce que je pense que c'est un combat universel, vraiment l'égalité. Voilà, concernant, on a vu cet été avec les Jeux paralympiques, l'engouement et le plaisir qu'avaient les gens à partager avec ces sportifs absolument incroyables. Voilà, c'était très beau cet événement pour ça. Et donc c'est pour ça que la parité, évidemment, est très importante, mais l'égalité, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, hélas, alors que ça fait partie de la devise de la France, et qu'il faut vraiment l'approfondir, et que chacun, on a à travailler sur justement notre vision du monde, notre vision des autres, de l'autre, et je crois que c'est très important. Alors, ce que vous venez de dire m'amène assez naturellement vers ce troisième mot que je vous propose de décliner, invisible. 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 C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il peut avoir plusieurs. Il peut avoir des côtés très positifs et des côtés très, très négatifs. Je vais commencer par les négatifs, l'invisibilisation. C'est quelque chose d'assez dramatique. Toutes ces personnes, encore une fois, qui sont exclues des discours, de la société, de la médiatisation. C'est quelque chose qui est absolument terrible parce que quand on est invisibilisé, on se sent extrêmement seul et ça peut être un sentiment, encore une fois, aussi très personnel. Personnellement, même si je ne suis pas dans un combat poussé sur la négritude ou des choses comme ça, l'invisibilisation de certaines personnes, notamment dans les médias, c'est quelque chose que j'ai toujours noté, en fait. Et voilà. Et je sais que le fait que je sois à l'écran, comme plein d'autres collègues, j'ai beaucoup d'enfants, par exemple, qui viennent me voir et qui disent c'est chouette, on peut être, quand on est noir, on peut être avocat, on peut être médecin, on peut être ceci, on peut être cela, et c'est et je pense que c'est très, très gratifiant. Et puis encore une fois aussi, pareil, je vais revenir sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Voilà, quel bonheur de voir tous ces gens que peut-être on ne côtoie pas dans notre quotidien et qui sont absolument débordants de volonté, de détermination, et c'est très important. Et dans le côté positif de invisible. J'aime bien parfois la discrétion qu'on peut avoir, ne pas toujours être là dans cette société surmédiatisée, tout le temps à donner son avis sur les choses, ce que je suis en train de faire maintenant, mais parfois prendre du recul et un peu disparaître des écrans. Je trouve que c'est toujours sain pour soi-même. Moi, j'ai besoin beaucoup de partir, parfois de me ressourcer. Je suis un petit peu moins actif sur les réseaux sociaux parce que il faut être, je trouve ça un petit peu agressif. Donc j'aime bien le côté sécurisant de l'invisibilité. Vous n'êtes plus du tout invisible, au contraire, vous êtes devenu très visible, connu. Quel est votre rapport à cette notoriété ? Alors c'est très étrange la notoriété parce qu'il n'y a absolument aucune formation là-dessus dans les cours de théâtre et je pense qu'il devrait y en avoir parce que on n'est jamais... On ne peut jamais s'attendre à ça. Alors quand j'étais plus jeune, au tout début de ma carrière, c'est quelque chose que je pouvais rechercher. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était plutôt le travail de qualité, de ce que je mettais moi dans le travail qui était le plus important. Et est arrivée scène de ménage. Donc j'avais passé le casting absolument sans avoir aucune idée de ce que c'était. Et donc... ça a explosé d'un seul coup et je l'ai plutôt très très mal vécu justement cette exposition. Il y avait un côté où on appartenait aux gens
En fait, ma personne, enfin mon personnage ne m'appartenait plus. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, parce que ça peut être, il y a une espèce de forme de violence qui se fait dans la proximité avec les gens qui sont absolument adorables, mais d'un seul coup, il y a une barrière de l'intimité qui se casse. Et donc pour moi, c'est très difficile de s'adapter à ça, c'est-à-dire d'être un visage connu au quotidien. Donc tout change un petit peu. Donc on se pose toujours, quand on s'achète un rouleau de papier toilette, s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de prendre une photo ou des choses comme ça, ou se décrotter le nez. Et c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu difficile à vivre personnellement. J'aimerais être plus tranquille, même si très sincèrement, tout va bien, je ne regrette absolument pas la place où je suis. Il y a des côtés aussi très privilégiés, mais voilà. Alors après, avec les années, ça s'est détendu, j'ai plus accepté ça, j'ai appris à avoir une attitude, une position par rapport aux gens qui viennent me voir, qui la plupart du temps vraiment sont absolument adorables et qui ne me transmettent que de l'amour, donc je le reçois avec grande joie. Mais voilà, c'est plus le côté un petit peu fou de la médiatisation, où les gens ont des fantasmes sur ce que peut être un comédien avec lequel j'ai du mal. Avec ce mot invisible, on pense aussi au monde de l'invisible, de l'inconnu. Quel est votre sentiment sur ce monde ? Alors, invisible, je vais tout de suite partir un petit peu vers tout ce qui est présent mais invisible, les atomes, la matière, toutes ces choses-là. Je suis passionné d'astronomie et donc également de physique quantique, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est des mondes tellement merveilleux quand on lève un petit peu les yeux au ciel, ou justement quand on regarde tout ce qui est petit, c'est tellement formidable. Je trouve que parfois, l'humain a tendance à chercher l'extraordinaire dans des choses un petit peu surnaturelles, la voyance ou les choses comme ça, alors que la vie est formidable en soi et qu'il y a plein de choses extraordinaires à comprendre sur les atomes, sur comment tout ceci s'est créé par des milliers de hasards, la vie humaine. Et je trouve que c'est passionnant, c'est très spirituel de regarder le ciel ou de regarder tout ce qui est petit. Voici maintenant le 4e mot, le mot foi. Alors la foi, c'est quelque chose, je trouve que c'est un mot très complexe, c'est un mot très personnel. Alors moi j'ai une grosse éducation, énorme éducation catholique. J'ai fait énormément de pèlerinages quand j'étais jeune et tout ça. Et j'avais la foi, j'étais croyant. Et ça s'est modifié avec mes expériences de vie. Alors pas du tout dans quelque chose de négatif, mais c'est plus une mise en cause de la pratique des religions que de l'existence éventuelle d'un Dieu. Aujourd'hui, je me détermine plutôt comme agnostique. Voilà, je ne sais pas et je ne rejette pas, je cherche mon propre chemin. Et je pense que la foi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce qu'on peut avoir foi en Dieu, on peut avoir foi en soi. C'est peut-être la chose la plus compliquée à acquérir dans la vie. On peut avoir foi dans son art, on peut avoir foi dans plein de choses. Donc c'est un mot extrêmement puissant. Et cette foi, vous l'avez donc ? Je l'ai peut-être un peu perdu en ce moment. Je manque un petit peu de spiritualité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense que personnellement, pour être équilibré dans la vie, il faut s'occuper du corps, de l'esprit et de l'âme. Et en ce moment, je m'occupe beaucoup de mon corps et beaucoup de mon esprit, et pas assez de mon âme. Et voilà, parce que c'est la vie qui avance, c'est des questions, c'est des difficultés auxquelles on n'était pas confronté avant. Ça peut être la perte d'être proche ou des choses comme ça. Et
ou des difficultés dans le travail, puis le monde actuel aussi qui est très très dur. Et donc c'est très difficile pour moi aujourd'hui de trouver des accès à mon élévation. Alors comme je vous l'ai dit, il y avait, voilà, quand je regarde le ciel, ça m'apaise ou des choses comme ça. Mais je trouve que c'est, voilà, j'ai pas encore retrouvé ma forme d'élévation aujourd'hui. Je suis en train de chercher ça. Ce sera peut-être par l'art, ce sera peut-être par autre chose, je ne sais pas encore, mais en ce moment, je suis un petit peu en crise spirituelle, en crise de foi, comme disait Raymond DeVos. En crise de foi, oui. En tout cas, on entend que vous vous posez beaucoup de questions sur l'univers, à travers la physique quantique. Vous vous posez aussi tout simplement des questions sur Dieu, l'existence de Dieu. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un livre qui était passionnant, un livre de Trinh Xuan Thanh, La mélodie bien. Du bonheur. Exactement. Voilà, justement, sur cet astrophysicien donc, qui va vraiment dans la compréhension de cette création de l'infini et qui est un pur scientifique et qui paradoxalement, entre guillemets, je dirais, voilà, a une foi vraiment très affirmée. Donc je trouve ces parcours très, très intéressants. En fait. Et personnellement, comme je vous l'ai dit, sur l'existence de Dieu, moi je suis agnostique. Je trouve ça très intéressant d'aller découvrir comment sont pratiquées les religions dans d'autres pays, dans d'autres époques même. Voilà, donc moi j'aime bien cette idée du questionnement et du doute, et qui bien sûr n'est absolument pas opposable à la foi ou à des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une spiritualité qui vous attire davantage aujourd'hui ? Qui résonne davantage ? Par les arts martiaux, j'ai été un petit peu naturellement très proche du bouddhisme, voilà, qui est plus une philosophie qu'une religion. Ce qui me plaît dans le bouddhisme, en fait, c'est qu'on s'occupe de soi. On s'occupe de soi, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que si on n'est pas équilibré, si on n'est pas bien avec soi-même, c'est très difficile d'être bien avec les autres. Et en fait, je trouve que c'est vraiment assez fondamental. Aujourd'hui, on est dans une société où voilà, la surmédiatisation, on est vachement dans le faux, dans l'exposition de quelque chose de très peu personnel en fait. C'est très froid, j'aime bien dire que c'est très binaire en fait aujourd'hui, parce qu'on est dans l'ère du numérique et voilà, on n'est que sur du chiffrage 1, 0, 1, 0, il n'y a pas d'autre chose, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage, et qu'on oublie trop que s'occuper de soi-même, le bon égocentrisme, hein, l'ego, c'est pas quelque chose de... On parle de ça comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est juste une question de où est-ce qu'il est placé, en fait, notre ego. Et s'il est centré, je pense que c'est très bénéfique pour soi-même, et que quand on arrive à trouver ces états de paix intérieure de soi-même, bah, c'est là qu'on arrive à irradier les autres de notre équilibre, en fait, tout simplement. Et toi, le ciel t'aidera, Exactement, dit-on aussi. c'est exactement ça. Ce ciel, d'ailleurs, vous le voyez comment après la mort ? Je ne sais pas. Je rappelle d'ailleurs que vous avez incarné un ange Gabriel dans un paradis déjanté. Oui, complètement. Si je ne m'abuse. Oui. Et j'ai rejoué un ange dans un film qui sortira cette année ou l'année prochaine, qui va être très chouette sur les anges, oui. Comment je vois la mort, enfin l'après, je ne sais pas du tout. Et c'est pas grave. Et je crois que c'est bien de ne pas savoir. Ça peut faire peur, mais... oui, c'est ne pas savoir pour justement rester dans ce morceau de vie très petit au sens de l'univers qui nous est donné. Bah, je préfère essayer de me concentrer sur ce présent. Est-ce que vous trouvez un sens à l'existence ? Alors, en ce moment, c'est très, très, très difficile, je trouve, avec l'actualité qui est très très violente, donc j'essaie de couper un petit peu les actualités et oui de faire mon parcours personnel, mon propre chemin, et d'essayer de m'améliorer personnellement, de ne pas considérer entre guillemets les autres dans ce chemin, parce qu'en fait c'est dès qu'on
part vers l'extérieur, on s'occupe plus de nous en fait. Et donc c'est très très difficile d'avancer réellement. Et donc je crois que, enfin pour moi, c'est vraiment bénéfique de travailler sur soi-même, de trouver ces petits instants de bonheur, cette petite part en fait qu'on a à donner au monde, même si elle est absolument infime. Et c'est ça qui permet de trouver un petit peu de stabilité dans ce monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Exactement. Vous adhérez? Oui, complètement. Merci beaucoup. Merci. Je reviens en face de vous pour la conclusion. Tout à fait, avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Lou Denis, à tout de suite. Alors, Lou Denis et Lyon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? C'était très chouette, très intéressant, là, le moment où on se retrouve tout seul. Et puis c'est toujours bien d'être confronté à de la réflexion sur ces mots, avec le mot altérité qui m'a bien... Je me penchais sur ce mot. Oui. Ouais. Vous auriez préféré égalité? Oui, bon. mais c'est bien, comme ça on peut aborder d'autres thèmes, c'est bien. Avec un autre prisme, finalement, exactement. puisqu'on tournait autour de la même question, égalité, altérité. Complètement. C'est le mot qui vous a le plus marqué sur les 4 que je vous ai proposés? Oui, parce qu'il m'a Il y posé... avait musique, altérité, Ouais. il vous a posé pas de problème, enfin, entre guillemets, invisible, Ouais. et le j'aimais- mot foi. Et j'aime bien visible aussi, mais altérité, c'est vrai, je m'y attendais pas, donc j'ai fait mince, c'est ce que c'est l'altérité vraiment. Invisible aussi. Ouais. Ça, c'est Ouais, j'ai bien aimé l'un ce de mot-là. le mot préféré, peut-être, des 4? Oui, parce que c'est des sujets qui intéressent les comédiens ou les artistes, les créateurs, l'invisible, comme j'ai dit, sur ces personnages, comme on parlait tout à l'heure de mon court-métrage sur un court-métrage sur les Noirs américains pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a plein d'histoires méconnues. Qui étaient invisibles, Exactement. invisibilisés en tout cas à cette Exactement, période-là. donc Et grâce à ce court-métrage à venir, on en saura plus, parce qu'effectivement, c'est une histoire que peu de gens connaissent. Invisible aussi, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez, parmi les invisibles, il y a les anges. Et vous disiez que vous aviez un projet avec... Oui, tout à fait, un projet de ange, film, un autre. exactement, qui va sortir je ne sais pas quand avec Élodie Fontan, une comédie autour des anges gardiens en fait. C'est un super scénario, très très drôle. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens? Est-ce que vous avez des anges gardiens? Est-ce que je crois aux anges gardiens? Je ne saurais dire... mais je pense que à partir du moment où on a des pensées pour des gens ou des défunts ou des choses comme ça, je pense qu'il y a une forme de croyance, de connexion. En tout cas, je ne saurais pas dire si ça existe vraiment, mais on peut en tout cas nous générer une connexion avec le spirituel. Et si ça nous est bénéfique, que ça existe ou pas, on peut créer cette existence, on peut être créateur de cette existence-là. Et vous la ressentez de temps en temps pour vous-même? Est-ce que vous avez des expériences J'ai eu quelques expériences, où j'avais l'impression de me connecter un petit peu avec des personnes. Alors c'est très personnel, hein, Bien sûr, je ne sais pas. Mais oui, j'ai eu quelquefois ces expériences-là. Dans ce cas-là, vous vous dites, il y a peut-être... J'essaie de voir ce que ça m'apporte en fait. Ouais. J'essaie de voir ce que ça m'apporte. Et si c'est quelque chose de constructif, c'est là que j'y vois l'intérêt. Et donc, que ce soit réel ou non, c'est bénéfique. Et encore une fois, il y a une connexion qui s'est faite avec autre chose, avec peut-être l'inconscient, avec peut-être un ange, je ne sais pas. Mais quand, parfois on a des intuitions, puis ça ne sert pas à grand-chose dans la vie, mais quand il y a quelque chose qui est présent, qui peut se modifier, se transformer, je pense que c'est ça qui est intéressant. D'écouter en tout cas ces voix-là qui nous parlent. Et le concept de la bonne étoile, est-ce que vous avez le sentiment aussi d'être né sous une bonne étoile qui a... Alors pareil, je ne vais pas y croire directement, je pense que si on a de la chance en fait, parce que ça dépend hélas de nos conditions de vie, de là où on est né, de notre entourage familial, de notre entourage social, et on sait qu'il n'y a pas forcément de l'égalité là-dessus, mais parfois on peut faire des rencontres qui peuvent nous aider, et c'est savoir saisir l'opportunité pour tirer ce fil
d'envie qu'on a en nous. C'est pas toujours facile, mais donc la bonne étoile, elle est en nous. Voilà. C'est joliment dit. La bonne étoile est en nous, est en vous notamment. Une étoile qui brille de plus en plus. Louis-Denis Hélion, à voir donc en ce moment sur les planches, dans Rupture à domicile, vraiment une pièce avec beaucoup d'énergie, très drôle, jubilatoire, où on sent que les comédiens font partager leur talent et leur humour. C'est vraiment très entraînant, donc à voir au Théâtre Rive Gauche. Également à voir la série Clem, oui, tout où à vous fait. continuez à incarner le personnage de Mathieu, compagnon de Lucie Lucas, du personnage de Clem. Exactement. Et puis, d'autres projets en perspective, d'après ce que vous nous disiez. Oui, j'espère. Il y en a encore pas mal sous le J'aime bien créer, donc pied. on va essayer. Ouais. Donc bientôt peut-être derrière la caméra. J'espère. On vous le souhaite. Merci. Intéressant ce court-métrage, peut-être long-métrage dont vous nous parliez, sur ces invisibles des tranchées. Tout à fait. Et Jasmine. Ouais. Merci infiniment, Louis-Denis Hélion. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission en tapant ktotv.com, le replay. À bientôt, bonne semaine. Merci à vous. Merci beaucoup.